retrouver cette semaine dans Et nous, l'émission qui met les projecteurs sur les enfants et les jeunes. Pour ce mardi, nous abordons la problématique des enfants en conflit. On aborde la problématique de la réinsertion des enfants en conflit avec la loi et les défis liés à cette réinsertion. Je suis Meshak Nyaro. Notre invitée, elle, c'est Kafui Amedeniato, chargée de projet Enfants sans barreau 3 au BNCE Togo. Bonjour madame. Bonjour madame. Alors, lorsque les acteurs parlent des enfants en conflit avec la loi, à quoi font-ils allusion concrètement? Ok, donc avant d'arriver là, nous devons dire que quand on parle d'enfant, c'est tout être humain qui n'est pas encore âgé, qui n'a pas 18 ans révolu. Et quand on dit un enfant en conflit avec la loi, ça veut tout simplement dire un enfant qui a commis des infractions et qui est tombé sous le coup de la loi, tout simplement. D'accord. Donc, ce sont des enfants qui ont commis des infractions et qui sont tombés sur le coup de la loi. Oui. Alors, qu'est-ce qui peut pousser un enfant à se retrouver dans ce genre de situation? Vraiment, il y a beaucoup de facteurs. D'abord, nous pouvons prendre, en premier lieu, on peut prendre la rupture familiale. Par exemple, à la maison, peut-être que ça ne va pas. L'enfant quitte la maison, il se retrouve dans la rue et il ne travaille pas. Alors, pour se nourrir, pour se prendre en charge, des fois, il est obligé de voler. Soit c'est les mauvaises compagnies, soit c'est certains parents eux-mêmes, de par leur comportement, pour qu'ils poussent les enfants à tomber en conflit avec la loi. Des fois, les enfants, d'autres, c'est des cris de détresse, si on peut dire. Peut-être qu'on va dire à l'enfant, oui, il a toujours à la disposition à la maison, il manque de rien, mais il fait que voler, il fait que se bagarrer, il fait que faire ceci jusqu'à tomber sous le coup de la loi. On dit, mais c'est parce qu'il a un problème et c'est le seul moyen pour lui de se faire entendre. Donc, il y a beaucoup de facteurs et il y a la démission des parents aussi aujourd'hui. D'accord. Vous aviez parlé à l'entame de l'émission des infractions. Quelles sont les plus commises par les enfants? Là, malheureusement, on peut dire qu'ils font tout. Mais la plupart du temps, c'est le vol, les bagarres, les coups et blessures volontaires et des fois, et aussi les viols. Il y a beaucoup de cas de viols qui viennent aussi. Et rarement, il y a aussi des crimes qui viennent. Donc, c'est déjà le viol est qualifié crime. Et des fois, c'est peut-être par mégarde, ils se battent et puis l'un d'entre eux perd la vie. Il y a de ces cas qui viennent aussi. Donc, on a tout un mélange. Tout un mélange. De façon générale, sur le plan national, quelle est la situation des enfants qui sont en conflit avec la loi? Quand on prend le cas de Lomé, nous pouvons dire que à Lomé, c'est facile pour dire qu'on a de la chance. On a le centre d'accès au droit à la justice pour enfants qui a remplacé l'ancienne brigade pour mineurs et c'est là-bas qu'ils sont gardés. Et ils se trouvent à Kakaveli là-bas. Il y a l'administration, ils sont avec la police, ils sont avec, comment l'appelle-t-on, le service social qui s'occupe d'eux. Bon, c'est pas une prison en fait là-bas, ils sont juste gardés là-bas, il y a toutes les infrastructures. Mais par contre, quand on va à l'intérieur du pays, on a ce qu'on appelle les quartiers pour mineurs dans les prisons et c'est là-bas qu'ils sont gardés. Et souvent, quand ils sont au moins à Lomé, il y a les OSC, les organisations de la société civile qui viennent s'entretenir avec eux. Bon, il y a aussi les gens de l'église qui viennent parler de Dieu avec eux. Il y a le personnel même du centre d'accès au droit qui les entretiennent là-bas. Donc, on fait des causeries éducatives avec eux. Ici, avant, on les déplaçait pour aller au tribunal pour se faire écouter, pour les auditions avec le juge. Maintenant, on ne les déplace plus, c'est les juges même qui viennent les écouter sur place là-bas, pour voir qu'est-ce qu'ils ont fait, comment aider à résoudre cela, comment impliquer les parents, comment apaiser la victime pour retrouver la cohésion sociale. Par contre, à l'intérieur, ils sont malheureusement dans les quartiers pour mineurs, mais il y a des OSC quand même. Nous, on intervient à Lomé, à Takwame, puis dans le Bambono. Donc, même à Ného, on allait. Et donc, à Takwame, on va aussi faire des activités socio-éducatives avec eux là-bas. Il y a d'autres OSC aussi qui interviennent quand même. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer l'explosion, je vais utiliser le terme, l'explosion de ce phénomène lorsqu'on sait que beaucoup d'acteurs militent et se battent contre ce fléau? Malheureusement, nous avons ce qu'on appelle aujourd'hui les réseaux sociaux. Et chaque parent, on trouve que peut-être l'enfant, ses camarades ont des téléphones portables Android, il n'en a pas, peut-être qu'il va passer par tous les moyens pour en avoir, ou bien soit c'est les parents qui leur offrent ça, bon, tout le monde en a, je vais en offrir à mon enfant aussi, mais ils ne surveillent pas ce que les enfants regardent dans ces portables-là.
Dès qu'ils ont avec 200 francs, 100 francs, tu t'achètes une connexion. Les sites sur lesquels ils vont les parents, c'est pas leur problème. Peut-être on a la télévision à la maison avec les chaînes internationales et tout. On ne suit pas ce que l'enfant regarde à la télé. Du moment où il est là, il ne me dérange pas. Ok, c'est bon. Alors que c'est à la télé qu'ils voient des choses comme ça. Et malheureusement, ils reviennent appliquer. Parce qu'on dit que les enfants apprennent pas à copier. Donc peut-être il peut voir une scène de sexe, il va vouloir le refaire aussi. Il peut voir une scène, les gens se battent, on se poignarde. Bon, pour lui, il pense que peut-être que c'est un jeu. Peut-être qu'ils ne savent même pas que c'est des mises en scène. Ils vont aller reproduire ça malheureusement. Ils vont se retrouver en conflit avec la loi parce que il y a plein de cas, ils viennent, peut-être pour les cas de viol, mais tu as vu ça où? Dans le portable d'un ami, ou bien on a vu ça, on était chez des amis, les parents n'étaient pas là, on a vu ça à la télé, on a vu ça sur telle chaîne. Donc, tout ce qu'eux, ils voient, ils reproduisent. Ceux qui sont un peu plus âgés, eux, c'est le gain facile. On ne veut plus se battre, on pense qu'on peut se réveiller le matin, on voit celui-ci qui passe en voiture, que demain, moi aussi, je veux la même chose. Pour eux, ils pensent que tout est facile en un claquement de doigts, que je peux l'avoir, donc ils tombent dans du n'importe quoi. Et voilà, ils se retrouvent en conflit avec la loi. Est-ce qu'on peut citer les réseaux sociaux comme le premier facteur qui incite les enfants à la commission de ces infractions-là qui les emmènent? On ne va pas dire que les cas d'enfants en conflit avec la loi existaient bien avant que nous connaissions les réseaux sociaux. Moi, je dis toujours, il y a une part de la société elle-même, mais aussi des parents aussi qui doivent reprendre leur rôle de parents. Vous allez voir des parents, des enfants de moins de 17, 18 ans, que disent, oui, cet enfant me fatigue, j'ai trop parlé. On dit, mais un enfant de moins de 20 ans, tu as trop parlé. Quand il aura 20, 25 ans, qu'est-ce que tu vas faire? Donc, il y a cette démission un peu des parents. D'autres le mettent sur le compte de la pauvreté. On dit, mais peut-être si on voit les grands d'aujourd'hui, ils n'ont pas tous roulé sur l'or, mais s'ils ont pu être là sans passer par la case de conflit avec la loi, pourquoi pas vous? Donc, d'autres, ils disent, oui, c'est la pauvreté, c'est parce qu'on n'a rien. Et quand ils voient des choses chez leurs camarades, ils veulent avoir la même chose. C'est ça qui les pousse à faire. On dit, non, mais vous êtes les parents, à vous de montrer à vos enfants qu'ils doivent savoir se contenter de ce que leurs parents leur donnent, de se battre à l'école ou bien en apprentissage pour avoir demain ce qu'ils veulent. Donc, ce grand rôle doit revenir d'abord aux parents et à toute la société ensuite. Oui, vous l'aviez dit quand vous étiez en train de parler, la situation des enfants en conflit avec la loi ne date pas d'aujourd'hui. Lorsque vous faites une comparaison avec le passé, au niveau des infractions, est-ce que ce sont toujours les mêmes infractions qui sont commises? Est-ce qu'il y a de nouvelles infractions? Y a-t-il une différence? Bon, c'est toujours les mêmes infractions qui sont commises. Maintenant, nous avons aussi le phénomène de la cybercriminalité. Ils vont sur Internet, ils vont arnaquer les gens, ils donnent des fausses identités. Ça, je suis une blanche, je dois venir ici, envoie-moi ta photo, envoie-moi de l'argent, bien, envoie-moi des nudes. Il y a des trucs comme ça aussi, ils arnaquent les gens, ils font du chantage aux gens. Ça, c'est ce qu'il y a, ça, c'est les nouvelles informations que nous voyons grâce aux réseaux sociaux. Et ce sont des enfants qui le font? Ben oui, les enfants le font aussi. Et généralement, et souvent, ils sont manipulés par les adultes aussi, dans ce cas-là. D'accord. Oui. Et généralement, ces enfants-là se situent dans quelle tranche d'âge? De façon générale, pas seulement les personnes qui sont dans la cybercriminalité. Souvent, les enfants que nous rencontrons, c'est de 15 à 17 ans. 15 à 17 ans, oui. D'accord. Est-ce qu'au Togo, il y a une loi qui peut-être autorise, qui dit à un certain âge, l'enfant peut être frappé par la loi et peut-être faire la brigade pour mineurs? Oui, normalement, les enfants de quel que soit ce qu'ils vont faire, c'est les parents qui doivent réparer. Même l'enfant, dès qu'il est mineur, qu'il ait 16-17 ans, tout ce qu'ils font, c'est les parents qui sont civilement tenus à la réparation. Donc, avant 15 ans, ils ne viennent pas à la brigade. Même s'il y a eu meurtre? Oui, on ne prend que des mesures alternatives à la détention. Donc, c'est après 15 ans maintenant qu'ils peuvent aller en détention. D'accord. Parlons à présent de la réinsertion, le sujet du jour. La réinsertion des enfants en conflit avec la loi, c'est quoi? En fait, quand on parle de réinsertion des enfants en conflit avec la loi, c'est le fait d'aider l'enfant, après avoir peut-être passé un temps à la brigade, les 3 mois ou bien un an réglementaire à la brigade, à le faire réintégrer en famille ou à l'école ou en apprentissage. Et la réinsertion commence dès le premier contact avec l'enfant quand il est en détention. Il faudra écouter l'enfant, essayer de comprendre ce qui l'a poussé à commettre l'infraction, comment est-ce qu'il vient à la maison, aller rencontrer les parents, discuter avec eux, les préparer à la sortie de l'enfant. Parce qu'il y a certains parents, ils vont dire que oui, il ne manque de rien, aucun membre de la famille n'a jamais été en conflit avec la loi, on n'a jamais menotté quelqu'un dans notre famille, il a mis la honte sur nous, on ne veut plus de lui. On dit, mais vous ne voulez plus de lui, c'est votre enfant.
qu'il a commis une infraction ou pas, c'est votre enfant. Si c'était des millions qu'il allait ramasser là, est-ce que vous allez refuser ou n'est pas refusé? Donc c'est votre enfant. Quand il a commis, on doit le soutenir pour qu'il ne revienne pas, qu'il ne recommette pas la même chose. Donc on doit le suivre. C'est par là que je dis que les OSC qui interviennent au quartier, ils font des activités socio-éducatives avec eux, on prend des thématiques, on discute avec eux. Et il y a d'autres même, certains pasteurs qui viennent aussi, qui leur parlent de Dieu et tout. Et depuis tout, donc on commence la réinsertion par là. Et dès qu'ils sortent, on travaille avec la famille, on fait la réintégration familiale. Quand les parents ne veulent pas, vous devez travailler en amont avec eux afin de les préparer à accueillir l'enfant. Parce qu'on n'a pas vraiment de centre de transit. Comme quand ils sortent de détention, rester un temps là, le temps de préparer la famille, non. Donc, on est obligé de tracer. Maintenant qu'il y a une OSC qui est en train de mettre ça sur pied, mais pour le moment, il faut travailler avec la famille, si possible, faire une médiation, réconcilier l'enfant avec sa famille, si possible, et afin qu'il le garde. Et nous disons souvent, quand on fait la réinsertion, il ne faut pas laisser l'enfant tomber encore dans l'asivité. Avant qu'il ne sorte de la brigade ou bien du cadet, il doit savoir ce qu'il veut faire déjà comme métier. Si c'est un élève, naturellement, il va retourner à l'école. Ou s'il veut apprendre un métier, il doit dire ce qu'il veut faire. Et déjà à la sortie, avec les parents et lui-même, on doit choisir l'atelier ou bien le métier. S'il a déjà choisi le métier, on doit choisir un atelier qui n'est pas loin de la maison. Si l'enfant, peut-être, il a d'Idjolé ici, vous allez choisir un lieu qui est un Nikonakbo et autres, mais sur le trajet, il peut encore faire tout ce qu'il veut. Et déjà, l'argent du trajet, où est-ce qu'on va trouver ça? Donc, on leur dit toujours de trouver un atelier qui n'est pas trop loin. Au moins, ils font le choix entre trois. Mais il faut toujours travailler avec l'enfant lui-même. Parce que si vous le faites derrière lui, on dit tout ce que vous faites pour moi, sans moi, est contre moi. Donc, il faut l'associer à tout et associer les parents. Et il faut faire attention, on ne va pas aller peut-être dans un atelier pour réinsérer un enfant, on va dire, l'enfant là, il vient de quitter la détention, ne faut pas attention, non. Il faut protéger l'enfant parce que c'est pas tout le monde qui comprend ce phénomène d'enfant en conflit avec la loi. Pour eux, c'est des voyous, il faut les marginaliser. Non, plus vous les marginalisez là, plus vous les renforcez dans le truc là, ils vont devenir plus forts et personne ne sera épargné. Tout le monde sera une victime potentielle pour eux. Donc, on doit les aider. Ils apprennent, on en a deux plein. Ils ont appris leur métier, ils ont fini, peut-être ils se sont installés, qu'on soit travaillé. Donc, et même si quand ils vont à l'atelier ou bien à l'école, il faut toujours faire le suivi. Est-ce qu'il est régulier à l'atelier? S'il n'est pas venu aujourd'hui, nous y reviendrons dans la suite de l'émission. Okay. Alors, vous avez parlé de beaucoup de choses, de différents acteurs, des parents qui doivent être associés, des pasteurs qui viennent. Quelles sont les grandes étapes de la réinsertion? Les grandes étapes. D'abord, le contact avec l'enfant, l'écoute de l'enfant. Ce qu'il a poussé. Comment l'aider à réparer le tort qu'il a commis. Parce qu'il y a certaines victimes, le seul fait de leur présenter des excuses, ça les apaise déjà. Peut-être on peut voir un enfant, on dit, bon, il a volé des câbles dans les tubes oranges là, sur un chantier, ils ont venu voler le cuivre, on t'évalue à 3 millions. Peut-être que le papa, c'est un émigrant, la maman qui ne fait rien. Où est-ce qu'ils vont trouver les 3 millions? Donc, le seul fait parfois de reconnaître son tort et de prendre des excuses avec les parents, d'autres victimes peuvent laisser passer. Mais la majorité des cas, il n'y a pas de moyens pour payer. Donc, tout ça là, il faut lui faire comprendre cela. Que peut-être c'est vrai que la vindicte populaire, c'est interdit. Mais, plus vous parlez des droits et devoirs des enfants, les gens pensent que non, c'est vous qui les gâtez, c'est ça qui les conduit. Je dis, mais c'est pas ça. L'enfant, il a un problème, il est en difficulté, c'est pourquoi il est parti commettre une infraction. Donc, on doit l'aider à revenir sur le droit chemin. D'abord, il faut travailler avec l'enfant, lui faire prendre conscience que ce qu'il fait n'est pas bon, qu'il est contre la loi et qu'il risque sa vie et même celui de sa famille. Parce que supposons que c'est le voisin qui a commis l'infraction alors qu'ils vivent dans leur propre maison. Si c'est en location, on va dire, bon, il faudra le déplacer. S'ils vivent dans leur propre maison, est-ce qu'ils vont enlever la maison et partir? Non. Donc, il faut impliquer les trois personnes là. Quand nous avons fait ce qu'on appelle la justice réparatrice, il faut que l'enfant reconnaisse son tort, qu'il présente des excuses et que les parents puissent réparer cela. Donc, tout ça là, ça commence dès la détention. On ne va pas croiser les bras. Attendre qu'ils sortent. D'abord, non. Ça commence dès la réinsertion avec les thèmes de causerie que nous faisons avec eux là-bas. On le prépare lui-même. Dès que tu sors d'ici, il faudrait qu'ils réfléchissent. Si c'est les compagnies qui t'amènent à faire ça, il faudrait que dès ici, tu te dises que si je sors d'ici, je ne vais plus reprendre avec mes amis là. Parce qu'il y en a, ils reconnaissent qu'ils sont influençables. On va leur dire, viens, on va le voler ici. Mais quand on va arrêter quelqu'un là, c'est toujours lui comprend. On a eu des cas comme ça 2 ou 3 fois. Chaque fois, on vient le chercher, allons voler. Et quand on reprend les gens, c'est toujours lui comprendre qui vient. Donc,
Le seul moyen pour lui, c'est qu'il a préféré s'éloigner de là. Donc, il était parti à l'intérieur du pays. Il a pris son métier, il a ouvert son atelier, il est resté carrément là-bas. Donc, la réinsertion, c'est depuis la détention que nous faisons. Et en marge, nous associons les parents, nous travaillons avec eux aussi pour qu'ils puissent encadrer leurs enfants. Parce qu'il y a des parents, ils se disent dépassés, c'est pas possible. Toi, le parent, tu ne veux pas dépasser par ton enfant. Oui. Alors, ce processus-là prend combien de temps? Non, ça, c'est au cas par cas. Ça dépend de chaque enfant. Parce que chaque enfant présente a sa difficulté, a sa personnalité. Donc, on ne peut pas dire que non, en un mois, on finit une réinsertion. Non, c'est pas possible. On dit que c'est une réinsertion durable. Si tu as retourné à l'école, on ne va pas dire, bon, donc, dès qu'il fait le CM2, c'est bon, il a fini l'école. Parce que l'école, ça va jusqu'au doctorat ou même ce que vous voulez. Si tu es en apprentissage, il a au moins minimum 2 ans ou 3 ans à faire. Donc, chez nous, par exemple, ou bien sûr, on se dit, on le suit pendant les 3 ans de son apprentissage. Jusqu'au CFA, parce que nous nous disons que l'enfant passe le CFA. Donc, après le CFA, quand on a les moyens, on installe. L'installation, c'est quoi? C'est lui offrir les machines et autres pour qu'il puisse commencer son travail. Et peut-être après l'installation, le suivi ne sera plus très régulier. On sait que bon, il est devenu patron. Mais s'il y a jusqu'au CFA, c'est qu'il a pris conscience quand même. Donc, on le suit un peu. De temps en temps, on l'appelle, comment ça va le travail, est-ce que ça continue, les machines sont là, les clients, comment ça va. Et à un moment donné, on peut dire, bon, ce dossier, il est stable, il s'est pris en charge, on peut le laisser. Mais ça peut prendre jusqu'à 3 à 4 ans, ça dépend de tout un chacun. Oui, avant la réadmission, peut-être dans un métier ou à l'école, l'accompagnement que vous faites en tant qu'acteur social prend combien de temps? C'est à quelle durée? Non, c'est ce que je dis, il n'y a pas de durée standard. Il n'y a pas de durée standard. Ça dépend de chaque enfant, de la problématique que l'enfant apporte. Si c'est un enfant qui va à l'école et qui reprend l'école sans problème, qui n'a plus de mauvaise compagnie, on va plus être derrière lui tous les jours pour voir. Donc, peut-être que chaque semaine, on peut demander aux parents, il doit prendre la relève, où est-ce qu'il va à l'école, comment sont ses notes. Bon, peut-être si c'est nous qui sommes partis payer les frais, on peut de temps en temps passer à l'école. Est-ce qu'il vient quand même? Est-ce qu'il est assidu? Il apprend bien ses leçons? Et puis c'est tout. Mais si on dit que bon, tout va bien ou il travaille bien, on n'a pas besoin d'être derrière lui. Mais c'est vrai qu'on ne va pas l'abandonner non plus, mais le suivi ne sera plus très rapproché. Ça peut être une fois par mois, ou par trimestre, on va le voir comment ça va. Mais c'est au cas par cas et on ne peut pas définir une durée pour le suivi et la réinsertion d'un enfant. Ok. Alors, lorsque, par exemple, il y a cas de rechute ou bien une fois libéré, l'enfant retourne peut-être en détention, comment est-ce que vous procédez? Est-ce que le processus diffère? On met beaucoup plus de temps, la réinsertion prend beaucoup plus de temps? Oui, si l'enfant est récidiviste, il faut voir ce qui s'est passé pour qu'il revienne encore. Peut-être que si c'est toujours la même chose là, peut-être, est-ce qu'à la maison, comment les parents l'ont accueilli peut-être quand il est retourné pour la première fois? Parce que chez certains parents, par exemple, on a eu des cas, l'enfant a été libéré par le juge, les parents, mais ils ont tardé à venir. Mais qu'est-ce que vous attendez? Dit non, qu'il a été menotté, donc il ne peut pas mettre pied chez moi. Il faut que je trouve l'argent pour aller faire des cérémonies avant qu'il ne remette pied chez moi, par exemple. Donc pendant ce temps, si l'enfant, on ne lui explique pas, il va croire qu'on l'a abandonné. Parce que des fois, ils sont en détention, vous allez là-bas, ils vous disent, oui, moi, les parents ne viennent pas me voir. Qu'est-ce que tu as fait avant de venir? Est-ce que tu imagines ce que peut-être les frais que tu as occasionnés, ce que ton papa est en train de payer, rembourser là-bas? Peut-être qu'il est fâché contre toi, mais nous, on a été le voir, il vient te voir, prends ton mal à patience et tout. Donc, des fois, ils sortent. Les parents, pour eux, une fois que c'est sorti, bon, c'est bon, on a fini pour nous, il n'a qu'à reprendre sa vie. Non. Maintenant, il faut l'encadrer, surtout quand il sort et qu'il n'est pas réinséré, il n'est pas retourné à l'école, il n'apprend pas un métier, il est encore là à la maison, il se réveille, il dort, il mange là. Vite fait, il retourne là vers ce qui l'a conduit à tomber en infraction. Et quand il vient maintenant, il faudrait revoir. Qu'est-ce qui t'a poussé? Il faut le réécouter encore plus maintenant. Il faut voir, franchement, il faut travailler avec il faut aller voir les parents, travailler avec eux. Et chez nous, nous organisons ce que nous appelons les ateliers de parentalité positive, où nous accueillons les parents des enfants en conflit avec la loi. Chacun on prend des thèmes aussi, on fait des causeries, et chacun fait peut-être des partages d'expérience. Bon, dans mon cas, voici comment j'ai fait pour aider mon enfant. Donc peut-être que tu peux t'en inspirer aussi. Donc là, dès qu'il sort, le suivi d'être rapproché, on doit tout faire que dès la sortie, il faut qu'il aille soit en apprentissage, ou bien si c'est l'école, il doit retourner, il ne doit plus traîner. Et si on doit trouver peut-être, un autre membre de la famille pour l'éloigner de son milieu, si c'est le milieu qui cause souci, s'il y a un membre de la famille qu'on peut trouver, on essaie de négocier avec lui et il va rester là-bas. Il faut sortir de son milieu peut-être pour qu'il se reprenne en main, pour qu'il ne revienne plus. Pour les enfants, ces enfants dont nous parlons, les mineurs qui sont en détention, est-ce que vous accompagnez tous ces enfants
pendant qu'ils sont à la brigade, et combien de temps, combien de fois peut-être vous venez par semaine pour les visites? À la brigade, nous, le bienfait, il va 2 fois parce qu'il y a 2 groupes, les enfants de 15 ans, les enfants de 17 ans. Donc, nous y allons 2 fois, les mardis après-midi et les mercredis matin. D'accord. Donc, nous travaillons avec les 2 groupes. Actuellement, nous faisons la résilience avec des ateliers que nous organisons avec eux. Donc, c'est 2 fois par semaine que nous y allons. Certainement, dans cet accompagnement, dans ce processus de réinsertion, vous faites peut-être face à des défis communs à la fois avec les enfants, les enfants qui sont réinsérés et vous les accompagnateurs. Quels sont ces défis-là ou ces difficultés que vous traversez? Les difficultés, généralement, c'est peut-être te retrouver devant un enfant qui ne comprend pas vraiment ce qu'on lui explique. Par exemple, tu prends un cas d'enfant qui a commis un vol, par exemple. Peut-être il a volé, on l'a pris sur le fait, on a retiré peut-être ce qu'il a volé. Pour lui te dire, mais quand moi j'ai retiré, j'ai pris la chose, il a retiré, pourquoi on me met encore en détention? Je dois partir. On dit non. La personne, lui, a retiré sa chose. Donc, l'affaire, c'était en civil. Mais le pénal, la loi dit qu'on ne doit pas voler. Maintenant, la loi va te frapper. Même si la victime ne dit plus, elle dit oui, la victime a dit qu'il a retiré sa plainte, pourquoi on me garde? Son retain de plainte là, ça ne lit pas le juge. Ça, c'est la loi qui parle. Donc, il faudrait lui faire comprendre que ce qu'il a fait n'est pas bon. Parce que d'autres, ils ont du mal à comprendre. Ils n'arrivent pas à se donner du tort, en fait. Pour eux, c'est mon droit. Ils ne se remettent pas en question. Ils ne se remettent pas en question. Donc, j'en ai besoin, je l'ai pris, voilà, c'est comme ça. Donc, il y a d'autres qui sont vraiment récalcitrants. Donc, vous devez être tout le temps derrière lui. Et là, nous demandons souvent le concours des parents. S'il ne va pas à l'école, mais s'il ne fait pas ci, faites-nous signe. Parce qu'on ne va pas se lever tous les jours non plus pour venir. Il faut que le parent se joue son rôle. Donc, vous devez être en contact chaque fois, chaque jour, quand même, soit appeler, est-ce qu'il va bien, est-ce qu'il va à l'atelier, comment ça se passe. Vous faites des visites inopinées parce que quand vous dites j'arrive là, peut-être qu'ils vont se préparer pour recevoir. Vous faites des descentes inopinées. Bon, tu dis, je suis dans le quartier, je voulais voir comment va notre enfant. Donc là, les visites sont plus rapprochées quand ils sont récidivistes ou autres. Et on fait tout. Il faut toujours les occuper. Tant qu'ils ne sont pas occupés là, ils vont aller faire des bêtises. Est-ce à dire que la loisiveté contribue à la commission des infractions? Ben oui, ça contribue. Parce que tu es là, tu ne fous rien. Tu n'as pas de source de revenus. Tu vas quelqu'un passer à moto, ou bien il a son téléphone Android, peut-être des nez qui en main. Tu fais la même chose alors que tu ne travailles pas. Où est-ce que tu as trouvé l'argent? C'est des bêtises, c'est des informations que tu vas aller commettre pour trouver ça. Donc, les laisser ne rien faire là, ça, c'est dangereux pour eux. Il faut les occuper. C'est des enfants qui bougent beaucoup, ils ont une capacité de réflexion pas possible. Donc, il faut les caser, sinon on risque de les perdre. Oui. Une fois réhabilités dans la société, une fois réhabilités les enfants détenus en prison, quel regard porte la société sur eux? Ouais, je dirais que tu sois enfant ou adulte, quand tu as fait de la prison, le regard des autres, c'est toujours pas vraiment luisant. Hein. C'est pourquoi, alors, en ce qui concerne les enfants, on n'a pas le droit de dire aux gens, comme je l'avais dit, l'enfant qui va en apprentissage, quand on est en train de réinsérer, tu n'as pas à aller dire au patron que oui, l'enfant que j'amène chez toi là, il vient d'être libéré de la prison, il vient de quitter le cadier, donc attention, il faut le surveiller, cette voie-là, non, ça travaille trop, non, là c'est des trucs qu'on ne dit jamais. Vous pouvez dire oui, on veut réinsérer un enfant chez vous, bon, il est un peu caractériel, mais vous allez nous aider à le caser et tout, mais dire qu'il a été en infraction ou bien qu'il a été en détention, chaque fois qu'il y a un problème, même s'il n'a rien fait, parce qu'on sait qu'il a été en infraction ou bien en détention là, on va toujours l'accuser, peut-être à tort. Donc, il faut protéger l'enfant. Et même dans les quartiers, on va pas dire, le parent, une chose, on va insulter l'enfant. Oui, la dernière fois, tu étais en prison, j'étais plus libre, tu étais encore sorti. Non, tout ça là, il faut parler aux parents, c'est des choses à ne pas dire. Peut-être que l'enfant fait ça une seule fois. C'est à cause de mauvaise compagnie, mais il ne savait pas. Dès qu'il est sorti, il a changé. Mais le fait de chaque fois lui rappeler ça, on va le stigmatiser. Même ce qu'il n'a pas fait, les gens vont l'accuser à tort. Donc, il faut protéger l'enfant. Les gens n'ont pas à savoir qu'il a fait la prison, par exemple. D'accord. Je rappelle, Kafui, que vous pilotez actuellement un projet dénommé Projet Enfance sans barreaux, qui est à sa 3e phase. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce projet? Oui, le projet Enfance sans barreaux, nous sommes, comme vous l'avez dit, à la 3e phase. Il a eu 2 premières phases depuis les années 2015. Nous avons eu
essentiellement parlé de la justice réparatrice et de la résilience et puis la réinsertion des enfants. La justice réparatrice, c'est une justice qui voudrait que la victime des faits d'un enfant soit dédommagée. Donc que l'enfant ou bien les parents réparent le dommage causé par ce dernier. Et ça implique 3 personnes. Il y a l'enfant auteur, la victime et ses parents qui représentent la communauté. Parce que l'enfant vit dans une communauté. On est en Afrique, normalement, quand on prend un enfant là, c'est avant un enfant, il est à tout le monde. C'est aujourd'hui que tout le monde, on se joue à la famille nucléaire ou autre, c'est mon enfant, tu ne dois pas être, tu ne dois pas être tapé. Alors que, normalement, la justice réparatrice, l'enfant auteur doit savoir que ce qu'il a commis est une infraction qui est punie par la loi. Il doit présenter des excuses à l'auteur et ses parents doivent réparer le préjudice. Parce que certains parents pensent que je n'ai rien fait, que mon enfant va voler, pourquoi c'est moi qui vais payer? On dit, mais tant que ton enfant est mineur, tu es responsable. Donc tout ce qu'il fait là, la réparation, c'est toi qui dois le faire. Donc, et la réparation voudrait apaiser la victime pour que chaque fois que l'enfant qui passe là, c'est lui qui m'a volé, l'enfant qui passe là, c'est un voleur, pour éviter la stigmatisation. Donc, tant que la victime est apaisée, des fois nous avons des victimes qui deviennent eux-mêmes les protecteurs de ces enfants-là. Quand l'enfant reconnaît vraiment qu'il a commis une infraction et qu'il présente des excuses, ou bien qu'ils arrivent même à réparer, ça apaise la victime et c'est à la victime même qui refuse aux gens que l'enfant soit stigmatisé. Donc c'est ce que nous avons fait dans les 2 premières phases avec la résilience. Mais dans la 3e phase aussi, nous continuons avec la résilience, mais nous allons mettre un accent plus sur la réinsertion durable. Parce qu'on a constaté qu'il y a souvent des cas de récidive. Mais comment faire pour éviter la récidive? On va se dire peut-être que c'est utopique, mais on doit faire ce qu'on peut d'abord. Donc, dans la 3e phase, nous voulons travailler avec les acteurs socio-étatiques. Nous avons déjà fait une formation avec eux sur les pratiques socio-éducatives. Donc, nous voulons voir peut-être, avant sur le terrain, les OSC, on peut dire qu'on travaillait tout seul et on voulait tout faire, mais ce n'était pas possible. Mais maintenant que nous avons des agents sociaux dans plusieurs localités maintenant, nous les avons tous réunis, ceux de Golfe et d'Agoué. Nous avons fait avec les maisons de justice, nous avons fait la formation sur les techniques psycho-éducatives. Donc, quand nous aurons des enfants qui sortent et qui viennent de certaines zones où sont situés les centres sociaux, les acteurs étatiques vont nous aider à faire le suivi de ces enfants-là. Donc, dans le volet numéro 3 de l'enfant sans barreau, là, on ne va plus travailler seul, mais on va plus travailler avec l'État afin d'avoir de meilleurs résultats. Oui. Quels sont les autres acteurs qui sont visés par le projet? Bon, moi, ce projet d'abord, c'est les acteurs étatiques, les acteurs socio-étatiques. Ensuite, nous allons travailler aussi avec certains OSC qui interviennent au sein de la brigade. Voilà un peu les 2 grandes personnes qui sont intéressées, l'État et puis les OSC qui interviennent dans le domaine de la justice juvénile. Qu'est-ce que vous attendez concrètement de ces nouveaux acteurs que vous avez intégrés, que vous avez associés à ce projet? Oui, en ce qui concerne les acteurs étatiques, pour qu'ils prennent un peu la relève, parce que nous avons essayé de voir les enfants qui viennent, d'où est-ce qu'ils proviennent le plus souvent. Donc, il y a une grande majorité qui viennent de 3 grands quartiers de Lomé. Donc, les agents sociaux qui sont là-bas, dès que l'enfant est en détention, nous ne commençons pas à travailler avec l'enfant. On va l'informer qu'on a vu des enfants de telle zone qui sont là. On va essayer de faire la recherche de parents ensemble, commencer par travailler avec les parents pour préparer le retour de l'enfant en famille. Et c'est eux qui auront à faire le suivi. Donc, quand il y a des problèmes, les enfants pourront aller vers eux directement au lieu de revenir vers chez nous d'abord. Ils iront directement voir ces acteurs socio-étatiques qui peuvent travailler avec eux parce qu'ils sont formés à la base pour ça aussi. Oui. Actuellement, vous êtes à la 3e phase du projet. Est-ce que vous ambitionnez de faire une 4e, voire une 5e phase? Non, pas pour le moment. On n'envisage pas encore la 4e phase. Ça dépendra du bailleur parce qu'on a déjà fait 3 phases. Les 3 phases font 3 ans, 3 ans. Celui-ci, il a démarré en juin 2023 et fini en 2026. Donc, bon, pour le moment, on ne peut pas dire qu'il y aura une 4e ou bien une 5e phase. Ça dépendra des résultats concrets que nous allons avoir après les 3 ans là. Depuis la mise en œuvre de ce projet, ça va faire 6 ans, n'est-ce pas? Ou bien 9 ans? Vous avez dit 3 ans pour chaque phase. Oui, mais la 3e phase, nous n'avons pas encore fait 1 an. Ah, d'accord. Donc, à peu près 7 ans ou 6 ans. Quels sont les résultats que vous avez déjà eus? D'abord, on peut dire que, bon, je ne sais pas
vraiment les chiffres en tête, mais il y a eu beaucoup d'enfants que nous avons réinsérés. Il y a eu beaucoup de parents aussi qui ont repris leur rôle de parents, qui s'intéressent vraiment à leurs enfants, qui suivent les enfants. Quand nous faisions les ateliers de parentalité ou bien de résilience, quand ils viennent, ils vous font le retour de la dernière fois on s'est dit que il faut, pour parler à son enfant, il faut le respecter, il faut discuter avec lui, il faut être son ami. Mais avant j'étais très colérique avec lui, je l'insulte, je lui crie dessus, mais maintenant que j'ai changé de comportement avec lui, lui aussi il a changé. Maintenant il y a la paix à la maison, on ne s'engueule plus, tout va bien. Donc il y a eu beaucoup d'avancées quand même, mais comme on le dit, les enfants ils sont ce qu'ils sont. Si les parents ne maintiennent pas un certain rythme, c'est ça qui nous cause les récidives. Mais la majorité quand même, ils ont appris leur métier, ils ont eu le CFA dans plusieurs domaines, ils nous l'ont montré et ils sont à leur propre compte aujourd'hui. Les parents aussi nous remercient beaucoup pour ça. Il y a même certains patrons qui peut-être, ça dépendra de comment l'enfant se comportait et s'ils ont appris, bien si c'est les parents même qui lui ont dit que l'enfant était accompli avec la loi. On dit, ce qu'on disait sur l'enfant là, j'avais peur de le prendre, mais en fin de compte, je me retrouve avec il était mon meilleur apprenti, par exemple. Donc, on a eu beaucoup de retours positifs quand même par rapport à ça. Et si on n'avait pas eu s'il n'y avait pas eu de retours positifs, on n'aurait pas eu la troisième phase non plus du projet. D'accord. Alors, sur le plan national, combien d'enfants à peu près vous accompagnez depuis le début du projet? Ça c'est beaucoup, faut dire au moins, puisque nous travaillons aussi à Takwame. Pour les 3 phases là, on aura touché plus de 400 enfants déjà quand même. Parce que par projet, c'est 300 enfants qu'on ne touche pas au projet. Donc au moins plus de 400. Parce qu'il y a eu le Covid, en temps, on ne pouvait plus aller visiter les enfants. Mais les 2 premières phases, plus de 400 enfants ont été touchés. Parce qu'on a travaillé à Lomé, à Takwame, des fois à Palimé aussi, même à Nontien, et dans le bas Mono, à Nehol là-bas aussi. Donc plus de 400 enfants ont été touchés par les 2 premières phases. Et cette phase aussi, nous aurons touché 300 enfants, mais nous allons prendre 50 enfants qu'on va installer. Et dans les 50, il y aura d'autres qui seront installés et d'autres que nous voulons amener à s'intéresser à l'agriculture, par exemple. Et ce sera à Lomé et dans les plateaux. Ça, c'est une phase pilote aussi, une nouvelle phase aussi que nous voulons expérimenter. Oui. Alors, tout au long de l'émission, on a parlé de votre accompagnement aux enfants qui sont en détention. Est-ce qu'il vous arrive aussi d'accompagner des enfants qui peut-être ont commis des infractions mais qui n'ont pas été incarcérés? Oui, quand on apprend, on le fait aussi, on ne le laisse pas tomber. On ne va pas croiser les bras, attendre qu'il tombe en infraction sur le coup de la loi, qu'il soit déféré d'abord, non. Dès qu'on apprend qu'il y a un enfant qui a commis telle infraction, si les parents nous saisissent, on peut toujours faire le suivi avec les enfants. On n'attend pas forcément qu'il aille jusqu'en détention, non. D'accord. À l'issue du projet que vous êtes en train de piloter actuellement, qu'est-ce que vous espérez? Franchement, nous pouvons dire, si seulement on pouvait ne plus avoir d'enfants en conflit avec la loi. C'est ce que nous espérons. Votre souhait? Oui, c'est notre souhait. Mais bon, la société étant ce qu'elle est, nous aimerions vraiment que les parents s'impliquent un peu plus dans l'éducation des enfants parce qu'ils mettent tout sur de la pauvreté, parce qu'on n'a pas les moyens, on dit c'est fou. C'est pas la pauvreté qui va faire que ton enfant sera en conflit avec la loi. Il faudrait que les parents jouent leur rôle de parents et que l'État aussi nous épaule encore un peu plus. Ils le font déjà, ils ont beaucoup fait déjà avec la construction du centre à Kakaveli. C'est déjà un très grand pas. Mais si on peut maintenant nous aider dans la réinsertion durable de ces enfants-là, ça va nous aider. Déjà avec les acteurs sociaux, on a déjà l'accord de principe, ils vont travailler avec nous. Et si ça peut encore aller loin, peut-être dans le suivi, peut-être peut-être intégrer les enfants sur le plan professionnel et autres, les suivre jusqu'à ce qu'ils deviennent quelqu'un d'humain aussi. C'est ce que nous aimerions. D'accord. Alors, dites-nous, qu'est-ce qu'il faut faire pour aider les enfants en conflit avec la loi à réussir leur processus de réinsertion? Là, il faudrait éviter la stigmatisation. D'abord. Oui, ça, il faut éviter ça, de leur rappeler que oui, tu as fait la prison, tu as fait ceci. Non, il ne faut pas les stigmatiser. Il faut leur faire comprendre que la détention, ce n'est pas la fin du monde. Il y a plein de gens qui sont passés par là, mais ils sont des grands quelqu'un. Donc, quand vous venez à la détention, ce n'est pas la fin du monde. J'ai commis une erreur. Ok, je vais apprendre de mes erreurs. Je ne vais plus refaire ceci. Désormais, si je sors, je dois surveiller mes,
mes compagnies, ce que je fréquente, les lieux que je fréquente. Peut-être des fois, c'est la drogue qui les conduit, la peste, c'est des amis qui les entraînent et autres. Donc, comment refuser ces genres de camaraderie? Comment se reprendre en charge? Donc, c'est tous ces trucs-là que nous devons faire avec eux. Donc, mais surtout, il faut leur faire comprendre que la détention, c'est pas la fin du monde et que vous pouvez vous reprendre en main et devenir quelqu'un de mieux. Alors, quelle responsabilité pour les parents et la communauté? Les parents, c'est à eux d'abord le premier rôle. Ce sont eux les parents, c'est pas les enfants les parents. Les enfants ne vont pas leur imposer. Oui, si je dis ceci, ils refusent que c'est ce qu'ils veulent dire. Non, c'est vous les parents d'abord. Déjà, l'éducation doit commencer par le bas âge. Souvent, c'est ce qui fausse la chose. On laisse les enfants, c'est quand ils commencent à grandir, on veut s'imposer à eux. Non, l'éducation doit commencer déjà par le bas âge. Faire comprendre à l'enfant, responsabiliser l'enfant, lui faire comprendre que ceci se fait, ceci ne se fait pas. On ne leur demande pas de les taper à mort non plus. Mais il faudrait éduquer les enfants. L'éducation ne se résume pas à l'école. Les enseignants vont faire ce qu'ils peuvent, mais l'éducation de l'enfant revient aux parents d'abord. D'autres parents vont vous dire, mais je paie tout ça là pour l'école. Mais quand on leur apprend, non, l'enseignant n'est pas là pour éduquer ton enfant. Hein. Lui est là pour leur apprendre tout ce qui concerne l'école. Mais l'éducation, c'est le rôle des parents d'abord. Ils doivent reprendre leur rôle en main. Tout d'abord. Et quand il y a des parents, des enfants qui commettent des infractions, on dit, oh, c'est ça là seulement qu'ils ont fait, et puis ils crient le nom de mon enfant. Bon, si vous êtes à la place de l'autre, est-ce que vous serez d'accord? Donc, les parents doivent vraiment reprendre leur rôle, surveiller leurs enfants, parler aux enfants, communiquer. Le défaut de communication aussi est un gros souci. Crée beaucoup de problèmes. Le défaut de communiquer, les parents doivent communiquer avec les enfants et savoir communiquer. On ne communique pas pour communiquer, mais savoir communiquer. Comment leur apprendre des choses selon leur âge pour qu'ils puissent comprendre. D'accord. Votre appel pour finir, nous sommes arrivés à la fin. Donc, je vous dis un grand merci de nous avoir invités. Et j'aimerais rappeler aux gens qu'un enfant en conflit avec la loi, il est toujours récupérable. On ne doit pas le rejeter. On ne doit pas le stigmatiser. Et qu'on a besoin de concours de tout un chacun pour les réhabiliter, les remettre dans le droit chemin, afin qu'ils deviennent quelqu'un de bien aussi. Et peut-être un mot pour les enfants qui sont en détention, qui sont dans le processus de réinsertion. Moi, je leur dis toujours que chaque fois qu'on y va, je leur dis que c'est pas la fin du monde. De toute façon, ici, c'est pas votre maison. Vous allez rentrer chez vous. Dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois maxi, vous allez rentrer chez vous. Et quand vous rentrez chez vous, prenez la résolution que je ne vais plus revenir ici. Chaque fois, ils vont se plaindre, oui, ici, mais si chaque fois vous vous plaignez, mais que vous revenez là, c'est parce que ici c'est bon, non? Donc, faites tout pour ne plus revenir ici. Nous, on sait que vous pouvez changer si vous le voulez. Nous, on a confiance en vous et sortez et prouvez-nous vraiment que vous pouvez changer. Kafui Amédée Niator, merci d'avoir choisi Radio Dina. Merci à vous aussi. Je rappelle que vous êtes la chargée de projet Enfants sans barreau 3 au BNCE Togo. Merci beaucoup. Alors, chers auditeurs de la web radio Dina, merci de nous avoir suivis. C'était tout pour aujourd'hui. Rendez-vous mardi prochain à 11h pour un autre numéro de votre émission. Et nous, d'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.